Bonjour à tous et bienvenue pour le retour d'expérience sur la construction d'une application CView, qui est une application de data visualisation pour des conseillers entreprises chez BNP Paribas. Une application qui a été construite en méthode agile sur une infrastructure Big Data. Donc je me présente, je m'appelle Jordi Dina, je suis chef de projet IT chez BNP Paribas. Je me présente, je m'appelle Thomas Rodriguez, je suis le tech lead sur les projets et je vais rentrer plus tard en détail sur l'architecture technique de l'application qu'on a mis en place. Et pour moi, Nelson Dufossé, dans la vie je suis coach agile et sur ce projet-là j'ai accompagné l'équipe sur tout ce qui était organisation et méthode. Donc CView, c'est un outil à destination des collaborateurs entreprises pour mieux connaître les clients. Donc le projet a démarré en 2016. Donc on est dans le contexte d'une banque. Vous êtes probablement tous clients d'une banque, que ce soit en tant que particulier ou professionnel. Et vous avez sûrement remarqué que l'industrie bancaire est en plein bouleversement. Donc on avait une forte attente de délivrer rapidement de nouveaux outils pour accompagner le business, des outils si possible ergonomiques, modernes, avec de l'innovation et d'être capable de mettre ça en place rapidement. Donc en fait, pour arriver à ça, on a deux grandes clés de réussite. La première, c'est de se dire on va arrêter de travailler comme on a l'habitude de le faire habituellement en V. Il faut qu'on soit capable de délivrer rapidement. Donc on a besoin en fait de construire cette application petit à petit avec, si possible, en fait, nos utilisateurs finaux qui sont des banquiers, donc dont le métier premier c'est de faire du business. Et donc là, on avait une forte attente pour réussir à les embarquer sur le projet, à les fédérer autour de cette méthode et à leur prendre un petit peu de temps sur leur activité principale pour qu'ils nous aident à construire en fait l'outil dont ils ont réellement besoin et qui soit inclus dans cette démarche de construction progressive. Donc ça a vraiment été une clé du succès et on y reviendra plus tard. Nelson détaillera un petit peu cette partie-là. La deuxième clé du succès de la mise en place de cette application, c'est que quand on démarre en 2016, on fait un choix d'infrastructure qui est de partir sur une infrastructure Big Data. Donc on est dans un contexte bancaire, donc il y a en fait énormément de programmes qui se lancent. Il y a un programme Big Data qui se lance, mais qui n'est pas encore construit quand on démarre le projet. On fait le choix de partir sur cette infrastructure parce qu'on sait que ça va nous apporter probablement des difficultés au démarrage, parce que le Big Data à l'époque, chez BNP Paribas, on ne le connaît pas. Par contre, on sait qu'on va avoir une phase d'apprentissage, mais qu'on va être en mesure de s'astreindre de limites technologiques qu'on a sur les infrastructures actuelles, qu'on va pouvoir apporter, qu'on va pouvoir récupérer des données dans l'ensemble de la banque pour pouvoir répondre aux besoins de cet outil de connaissance client. Et on va aussi préparer l'avenir pour des besoins futurs qu'on ne traite pas dans le cadre de ce projet, de type data science, etc. En 2016, pour que vous compreniez bien le besoin de nos utilisateurs, en 2016, la réalité opérationnelle des chargés d'affaires, c'est quand ils veulent préparer un rendez-vous avec un client, ils ont tout un tas d'outils avec tout un tas de données, parce qu'on a les données on les a au sein de la banque, on a énormément d'informations sur les clients. Par contre, pour les retrouver, pour les avoir de façon rapide et synthétique, c'est très compliqué pour un chargé d'affaires. Donc ça, c'est la réalité opérationnelle des chargés d'affaires en 2016. Et du coup, ce qu'on a mis en place avec CView, c'est une restitution centrée sur le client pour préparer la visite du client
et avoir un gain en fait, opérationnel qui soit très rapide. Donc là où il passait énormément de temps pour récupérer de la donnée, quand il savait où aller chercher la donnée, et pour préparer cette visite client, aujourd'hui, ils ont toutes ces informations sur une interface web de façon ergonomique et très rapide. Et cette interface web, elle s'appuie sur ce fameux environnement Big Data, du coup, qu'on a aidé à co-construire et qu'on a enrichi d'à peu près plus de 70 flux de données aujourd'hui pour désiloter toutes ces données et être capable de les restituer de façon rapide. Et maintenant, je vais faire une petite démo pour que vous voyez à quoi ressemble l'application qu'on a mis en production, qui est utilisée aujourd'hui par les utilisateurs finaux. Et surtout pour que vous voyez qu'il y a vraiment quelque chose qui a été produit, qui est utilisé aujourd'hui. Cette démo, je vous préviens, c'est une démo à base de slides parce que par des problèmes techniques, on n'a pas pu faire une démo live comme on aurait voulu. Donc en premier lieu, on a la page d'accueil. C'est là qu'on arrive en premier lieu quand on arrive sur l'application. Et ici, ce qui est important de retenir, c'est que on a dans cette démarche en fait d'agilité des collectes de feedback des utilisateurs finaux, on est à l'écoute des utilisateurs par une fonctionnalité qui est en bas de la page qui permet aux utilisateurs de nous soumettre les bugs qu'ils ont rencontrés quand ils utilisent l'application, ou même nous soumettre de nouvelles idées qu'on pourrait implémenter pour les faciliter la vie. L'autre fonctionnalité très importante au niveau de la page d'accueil qu'on a implémentée nous, qui est la killer feature pour les chargés d'affaires qui vont utiliser l'appli, c'est la recherche. Et donc la recherche, on a une petite barre de recherche qui nous permet de saisir certaines informations, comme les 6 rangs de l'entreprise dont on veut avoir les informations. Et à la différence des outils existants, en fait, c'est assez poussé en fait. C'est une recherche à la Google avec une tolérance à l'erreur d'un caractère. Donc vous voyez, on fait zoom sur la recherche. On commence à saisir dans ces cas-là ces 2 caractères. On ajoute un 3e, vous le voyez bien là-bas. Et automatiquement, on a toute une liste de suggestions qui est dépliée avec les différentes entités auxquelles on peut accéder dans l'application. Ça, c'est quelque chose d'assez assez intéressante parce que c'est une fonctionnalité qui n'existait pas dans les outils que les collaborateurs utilisent aujourd'hui. Ensuite, on clique sur une de ces entités et on arrive sur ce qu'on appelle la page de synthèse. La page de synthèse, ici, c'est une page qu'on a construite au fur et à mesure dans cette démarche agile, dans ces cadres big data, dans lesquels on a tiré les informations de différentes sources au fur et à mesure, parce qu'on n'avait pas toutes les informations quand on a commencé le développement de notre application. Et donc, c'est à ça que la première version de cette page ressemblait quand on l'a livrée. Et ensuite, on a ajouté au fur et à mesure les différentes informations que notre PO nous a demandé d'ajouter au fur et à mesure qu'on a ajouté ces informations dans les data lakes. Et pour en finir, je vais vous montrer très rapidement, ça c'est une pop-up des feedbacks pour collecter les feedbacks des utilisateurs. On voit bien que les utilisateurs sont très contents avec l'application. Et je vais vous montrer en dernier lieu les graphes en fait qu'on a implémentés dans l'appli. Ce n'est rien de révolutionnaire pour beaucoup d'entre vous ici dans cette salle, mais encore une fois, il faut voir l'existant pour comprendre l'évolution. Donc aujourd'hui, ça c'est des données sous forme de tableau. On clique sur le bouton, ça nous emmène en restant sur la même page, la visualisation en fait en forme de tableau devient automatiquement une visualisation sous forme de poulpe. Et comme ça, on a plusieurs graphes en fait dans l'appli de ce même style. Alors, lorsque vous allez vouloir démarrer un projet comme ça, un nouveau produit, qui plus est innovant pour une banque, dans un gros groupe, vous allez souvent avoir un certain nombre de freins qui vont être devant vous.
Ce qui est important, c'est de visualiser tous ces freins, de les travailler et surtout les travailler ensemble. Pourquoi? Pour préparer un terreau fertile qui va permettre à l'équipe, équipe cliente et équipe développeur, de pouvoir réussir à sortir le produit. On est en septembre 2016, on est à J-10 de l'arrivée des développeurs et il faut préparer le projet. Je vous propose de regarder 3 axes qu'on a travaillés et voir comment on les a fait. Quand on est Xebia, on arrive au studio avec une équipe multicompétences qui nous permet de réaliser le projet de A à Z, de l'idéation jusqu'à la mise en production et même aider sur la distribution du produit. Côté BNP, on avait une équipe qui est constituée d'un chef de projet, d'un expert de la donnée, d'un product owner, quelques utilisateurs. Et de notre côté, on a toutes les personnes techniques, expert, ingénieur data, dev front, dev back, un team leader. Et quand on a tout ce monde-là, ce qui n'est pas forcément évident pour l'équipe, au sens large, c'est de se retrouver. Qui décide quoi? Qui fait quoi? Et donc on a besoin à ce moment-là de savoir les rôles de chacun. On a eu de la chance, parce qu'on a réussi à s'en sortir avec juste quelques petites discussions, du brainstorming, des ateliers. Une autre solution qu'on aurait pu faire, c'est de prendre sur un mois toutes les activités de chaque personne, les 10 personnes qu'on avait, les mettre dans un chapeau et tirer chaque activité et voir à qui elle correspondait. On n'a pas eu à faire ça, ce qui nous a fait gagner beaucoup de temps, mais ce qui est certain, c'est qu'il faut, dès le début, clarifier les rôles. Le qui fait quoi doit être accessible et, si possible, le mettre en management visuel. Le deuxième point, pour avoir une organisation qui nous permette de réussir, avoir une équipe gagnante et se dire que avoir les meilleurs profils ne suffit pas, le deuxième point qu'on a dû traiter, c'est réunir les équipiers. On est dans une banque et on a la chance de bénéficier d'une agence. Une agence commerciale qui nous a été prêtée, on a pu investir les lieux pour pouvoir mettre chaque mur à disposition de l'équipe, faire du management visuel, avoir un endroit où ils peuvent discuter librement, ne pas avoir besoin de la crainte d'une autre équipe qui pourrait dire « il faut encore de l'agilité, les post-it, etc. etc. » Donc ce qu'on a eu besoin, c'est d'avoir un lieu dédié où on pouvait être colocalisé, équipe métier, utilisateur, équipe technique. Et le dernier point, c'est un cadre bienveillant. À partir du moment où vous avez un cadre bienveillant, vous avez la capacité d'innover, de tenter des choses, de vous planter, de réessayer, de vous replanter, peut-être d'y arriver. C'est pas grave si on se loupe. L'important, c'est de réussir à trouver quelque chose qui nous convienne, quelque chose qui permet d'avancer librement. Et quand vous avez un cadre bienveillant, vous allez pouvoir expérimenter et avoir le droit à l'erreur. On a réussi à le mettre assez facilement en place. Facilement, j'entends avec quelques réunions, quelques explications. C'est quoi votre mentalité, votre façon de faire côté BNP? C'est quoi notre mentalité, notre façon de faire côté Xebia? Et avancer là-dessus. Les lieux, voilà, c'est un exemple. On a pu vraiment prendre l'ensemble et faire du management visuel pour pouvoir expliquer, donner de la vision à toute l'équipe. Le deuxième point, si vous vous rappelez sur la slide de tout à l'heure, J-10, on a besoin d'un backlog. Un backlog qui va finalement être un produit. Et dans l'agilité, on dit toujours accueillir le changement en bras ouverts. En réalité, le changement, on peut l'accueillir à partir du moment où on a une vision. Il faut savoir dans quel angle on va être capable de s'adapter, de pivoter. On ne peut pas forcément faire des virages à 180. Et donc, il faut avoir pour ça une vision. Au démarrage du projet, ce qui s'est passé, c'est qu'on a eu un backlog, un embryon de backlog, donc un atelier de brainstorming qui réunit expert data, point important, le PO, un utilisateur et un animateur. Le but, c'est de sortir toutes les idées qu'on a. Toutes les idées sont bonnes à prendre, il n'y a pas de mauvaises idées, et de commencer à cartographier l'ensemble des usages. Donc en bleu, notre squelette, on est un peu dans l'idée d'une story map, et en jaune, la profondeur de chaque fonctionnalité, de chaque thème. On voit les post-it orange, et c'est là que sur un projet Big Data, c'est important. Il faut embarquer des gens qui connaissent les données. Quand on est à ce moment-là, les post-it orange qui est dessus, c'est quelle source de données est nécessaire, quel flux est nécessaire pour réussir à aller chercher, à déployer cette fonctionnalité. Ce qui va nous permettre par la suite
de commencer à réfléchir à notre produit et de voir un peu l'effort nécessaire. On est donc sur notre product backlog, on a besoin de tout faire, mais on ne peut pas tout faire. Donc on va faire prioriser l'équipe, l'équipe métier, et leur demander de découper en 3 le product backlog. L'idée, c'est qu'à la fin, on s'en sorte avec une 50aine d'idées plutôt que 160 idées qu'on a à ce moment-là. On ne veut pas mettre en confrontation l'équipe technique et l'équipe métier. Le but, c'est de réussir à faire une seule équipe. Surtout quand on doit aller expliquer à certains moments à la BNP comment nous on fonctionne et réussir à trouver notre bon fonctionnement. Donc il ne faut surtout pas les mettre en confrontation. On prend l'ensemble des stories, c'est même pas encore des user stories, des fonctionnalités, des demandes. On les priorise par la valeur et on demande sur l'autre axe à l'équipe de pouvoir donner l'effort nécessaire. Ensuite, l'effort et l'intérêt business vont nous permettre de repenser à la stratégie qu'on s'était donnée. Jérôme l'a dit tout à l'heure, la stratégie, c'est de livrer quelque chose qui permet d'améliorer la vie, les conditions opérationnelles des utilisateurs. Donc on n'est pas dans l'innovation, on n'est pas dans le carré bleu, on est plutôt dans le carré vert, être capable de faire des choses rapidement qui amènent de la valeur. Mais on pourrait se demander, ok, la valeur c'est quoi? Bon, là vous l'avez compris, c'est un gain opérationnel pour les chargés d'affaires. Mais en fait, l'effort, c'est quoi à ce moment-là, vu que l'équipe n'est pas encore là? De quoi on parle? Alors l'effort à ce moment-là, l'équipe va se former, on a défini les macro-fonctionnalités, grâce à nos experts data, on a identifié les flux et les données. On a une nouvelle infra qui arrive, une infra Big Data, sauf qu'aujourd'hui, il n'y a aucune donnée dans cette infra Big Data. Donc là, le premier effort à faire, c'est d'être capable, suite à l'identification de ces données, de récupérer ces données et de venir les alimenter. Donc effectivement, on est aussi un petit peu tiré par la donnée dans ce qu'on est capable de faire. Et donc là, on va prendre une stratégie par rapport à la valeur business, se dire, bah voilà, ces données-là, on va être capable de les tirer assez facilement parce que de façon organisationnelle, on va sortir un peu de la bulle agile, on va avoir des contributeurs, mais qui vont être capables de nous aider et de faire avancer le projet. Et puis, on va avoir identifié aussi, d'un point de vue technique, peut-être 2-3 grandes familles infratechnologiques sur lesquelles on va mettre des mécanismes de collecte des données pour alimenter au fur et à mesure notre big data selon les besoins de notre story. Donc notre infrastructure big data, c'est pareil, elle n'a pas été montée en un jour, elle s'enrichit chaque jour. Et on n'a pas non plus traité toutes les problématiques liées à un environnement big data, parce que quand on entend big data, nous, on découvrait ce que c'était le big data, mais quand on entend big data, il y a encore 2 ans, c'était un petit peu la révolution magique. On tirait les données et puis structuré, pas structuré, on allait pouvoir en faire ce qu'on voulait. Quand opérationnellement on le met en place, on se rend compte que c'est très structuré et que c'est les mêmes problématiques que la data, mais en beaucoup plus important. Donc on n'a pas traité encore tout ce qui est data management, sécurité. Mais on le fait brique par brique, use case par use case. Et CView est un des premiers use cases pour permettre justement cet apprentissage. Le dernier point, mettre en place un cadre projet. On a parlé de l'organisation, on a parlé du produit. Maintenant, allons sur ce dernier point. On est arrivé au début, on avait, donc avec le chef de projet à l'époque, on avait un ensemble de besoins, de fonctionnalités, et on se dit, ok, c'est les 50 qu'on veut, ben on va tous les décrire. C'est parti, on fait des specs. Et il a fallu qu'on arrive à se comprendre à ce moment-là, se dire, bah oui, tu comprends, les specs, on va peut-être pas forcément faire exactement ça, on va peut-être travailler sur la théorie des contraintes, voir ce qu'on est capable de réaliser, analyser et faire une maturation, enfin faire rentrer les stories dans un cycle de maturation. Et donc on a mis en place un Kanban. On a vu l'ensemble des activités nécessaires pour réaliser une story. Et on a vu qu'il fallait d'abord, bien évidemment, l'analyser. C'était une idée, mais est-ce qu'on en a vraiment besoin? Est-ce que ça apporte vraiment de la valeur? À ce moment-là, on peut déjà abandonner des choses. Niveau technique, est-ce qu'on a les sources de données? Est-ce qu'on est déjà prêt? Est-ce que les applications, on les connaît bien? Est-ce que les personnes, les équipes, on les connaît et on collabore déjà avec eux? Etc. etc. Et ce qui nous permet, en Ready to Dev, d'avoir un certain nombre de stories qui vont être prêtes à être présentées à l'équipe en sprint planning.
Cycle Scrum, 2 semaines, rien d'extraordinaire. On démarre le jeudi, on finit le mercredi. Mais là, quelque chose qui est fort, c'est qu'on est capable de travailler avec les utilisateurs. Je reviens dessus après. En dernier point, quand on dit dev done, nous, c'était dev sur la plateforme de recettes, mais pas vraiment encore en intégration, en qualif ou en prod, parce que notre environnement, il n'est pas prêt. Mais c'est pas grave, on verra tout à l'heure comment on l'a construit incrémentalement. Les démos, le mercredi, les utilisateurs, ils étaient là. On a beau être dans une grande banque, on a beau être dans une structure qui peut donner l'impression d'être rigide, quand on veut, on peut. Ils ont réussi à faire sortir des utilisateurs de leur quotidien. Donc chaque mercredi, ils n'étaient pas chez leurs clients, mais ils étaient chez nous, en train de regarder la démo, faire des ateliers derrière pour réussir à construire les fonctionnalités nécessaires sur la prochaine itération, etc., etc. Et ce qui a permis, 3 points, co-construire ensemble, ça nous donne un produit qui reflète vraiment le besoin des utilisateurs. Les hypothèses, on les tacle tout de suite, on ne va pas les garder. On va en tout cas s'assurer, est-ce qu'elle est validée ou est-ce qu'elle est abandonnée, ce besoin hypothétique. On va créer une boucle de feedback courte par des démos, mais encore plus courte, vous l'avez vu tout à l'heure dans la démo du produit, quand on a des formulaires qui permettent de récupérer le feedback des utilisateurs. Ils pouvaient cliquer sur « j'ai un bug, j'ai une idée » ou même « je note l'application ». Dès le début, on essaie d'avoir du feedback très régulier. Et enfin, le dernier point, ça permet l'adoption du produit très facilement. Lorsqu'on l'a mis en prod, le travail n'est pas fini. Il faut le livrer, il faut le distribuer. Et il y a un tour de France qui a été organisé pour présenter ce produit et s'assurer qu'il convienne bien à tout le monde. À ce moment-là, on a eu des utilisateurs qui étaient très satisfaits. Les gens qui ont été présentés dans toutes les villes un bon paquet de villes en France ont été même applaudis, il y a eu des sourires. En parenthèse, des banquiers qui sourient, vous le savez, c'est pas tous les jours. Et donc, comme quoi, c'est vraiment quelque chose qui a plu. Ça a vraiment, c'est un produit qui leur a permis de gagner du temps et qui leur permet aujourd'hui encore de gagner du temps. On est fin octobre 2016 et là on a une fameuse question, c'est OK Nelson, c'est bien beau, mais qu'est-ce qu'on livre? Bon, je reprends les stories qu'on avait et puis on va demander à l'équipe de les estimer parce que ceux qui font, c'est ceux qui savent et c'est pas les chefs de projet, c'est pas les team leaders, tout ça, qui savent combien ça va coûter de réaliser des fonctionnalités. Et donc on va demander à l'équipe de prendre l'ensemble du backlog, d'identifier une story de référence. Ils ont déjà 3 sprints derrière eux, donc normalement ils en ont déjà une. Et commencer à répartir l'ensemble des stories sur la suite de Fibonacci pour, bon c'est un extreme quotation, l'atelier, pour pouvoir estimer l'ensemble du backlog. L'équipe se consulte et en ressort un backlog qui est estimé et qui vaut 180 points. OK. On a fait un atelier, on a tout ça, on est en fin du 3e sprint, on sait que notre vélocité moyenne elle est de 14, on a une deadline qui est en février, il nous reste 9 sprints, et donc par une simple multiplication, on sait qu'on a à peu près une capacité de 130 points. Ce n'est pas une valeur exacte, mais ça nous donne une idée. 130 points, on va le réutiliser, c'est intéressant ça. On sait que dedans, il y a des fonctionnalités sans réelle valeur ajoutée d'un point de vue utilisateur, mais qui sont nécessaires. On va les retirer de cette capacité de 130 points et on va arriver à 100 points. 100 points, on va les transformer en argent, 1000 euros. 1000 euros, on a des banquiers, on a l'atelier qu'il nous faut. On va leur donner l'argent, les 1000 euros qui correspondent à la vélocité de l'équipe, enfin la capacité de l'équipe à terminer l'ensemble de ces stories pour la deadline. Après, on a des pincettes, c'est une estimation pour le moment. Ils vont choisir ensemble ces différents banquiers, ces différents chargés d'affaires ont des postes différents et donc des envies différentes. Ils doivent se mettre d'accord et converger vers un produit pour avoir une V1. L'atelier se passe et on arrive à avoir notre backlog. Et on voit qu'au début, on avait projeté, on avait 300 points, puis premier atelier, on diminue, puis encore atelier. Voilà, on commence à avoir un scope qui est accessible. On est au début du 4e sprint. On projette assez facilement, on voit qu'il y a la période de Noël à ce moment-là qui fait un petit plat, et on sait qu'on va à peu près arriver entre 90 et 170 points pour faire notre projet. Ce qu'on peut se demander à ce moment-là, c'est OK, on a parlé de
de tout ça, mais techniquement, en fait, comment ça marche ce projet? Je vais essayer de vous donner un aperçu de l'architecture technique de l'application parce que moi, le premier, quand j'ai commencé à travailler sur des projets Big Data, je me demandais qu'est-ce que c'est un projet Big Data. Et j'imagine que tous les techos ici dans la salle qui n'ont pas forcément une expérience avec les projets Big Data se posent les mêmes questions. Donc, ça, c'est un schéma assez simplifié de l'architecture de l'application qui va depuis la collecte en fait de toutes les différentes sources de données qui sont tout en bas jusqu'à la restitution via le navigateur qui est tout en haut. Et au milieu, on a les différentes couches applicatives qu'on a mis en place. Pour mieux comprendre ça, ce que je vous propose, c'est de les regarder comme si ça c'était l'union en fait de deux mondes. Le premier monde qui est le monde de ce qu'on peut appeler le full stack, en fait, c'est la moitié haute de cette architecture. C'est quelque chose qui est assez connu des techos, qui est ni plus ni moins qu'une application full stack en fait. C'est-à-dire, dans les navigateurs, dans notre cas particulier, on aura de l'AngularJS pour faire une single page application qui va consommer une API REST qui est exposée dans les backends via de Spring Boot, en Java, peu importe. Et cette API REST va tout simplement remonter les données qui sont dans notre data store derrière. Dans notre cas particulier, il s'agit des Cassandra DataStax, la version entreprise, qui est un data store NoSQL. Ce qui est très intéressant ici, c'est que dans ce schéma, vous allez voir tout à l'heure, le point d'union entre ces deux mondes, en fait, c'est-à-dire le monde de full stack et le monde de la big data, c'est au niveau du data store qui va être représenté dans l'autre moitié base de l'architecture. Donc, on revient sur le schéma général. On a vu la moitié haute. On va voir la moitié basse de l'architecture qui est ce qu'on peut appeler la partie big data de l'application. Donc, zoom ici. C'est quoi la partie big data de l'application? Dans notre cas, le monde big data il est assez complexe. Dans notre cas particulier, pour notre application, c'est un cluster Hadoop avec plusieurs nœuds, ce qui fait qu'on peut lancer des traitements distribués pour aller collecter les différentes sources de données qui se trouvent dans les data lakes et implémenter les règles métiers que notre PO nous a demandé. Ce qui est important à retenir ici, c'est que c'est ni plus ni moins que de batch, de la même façon qu'on peut avoir des batchs dans une application classique. La différence, c'est que c'est des batchs distribués, ce qui nous permet de rajouter de la puissance au fur et à mesure qu'on rajoute des nœuds sur les clusters. Et une fois qu'on a exécuté ces batchs sous forme de Spark, en fait, on va injecter dans les data stores que vous avez vu tout à l'heure ce qu'on va dire, c'est la vision qui va, enfin, les données qui vont être remontées ensuite à l'interface qui est montrée dans les navigateurs. Ok, tout ça c'est très bien. Et pourquoi est-ce qu'on fait tout ça? Pour aller en production le plus tôt possible, comme le disait tout à l'heure Nelson. L'objectif, c'est de mettre notre application en production et collecter le feedback des utilisateurs le plus rapidement possible pour réitérer dessus. Donc notre objectif, ça a été dès le début de mettre en production notre application. Ça a été avec les autres clés que mes collègues ils ont déjà données, ça a été aussi une des clés de réussite du projet. En à peine quelques mois, on était en production. Et comment est-ce qu'on a fait ça? Parce qu'il faut savoir que quand on était arrivé, la plateforme n'existait pas. Les environnements n'étaient pas créés. On avait qu'un petit environnement de développement sur lequel on a commencé à travailler, les premiers sprints. Mais cependant, ça ne nous a pas empêché de continuer à travailler. Pourquoi? Parce qu'on s'est dit, très bien, il n'y a pas de souci, on va faire avec ce qu'on a en fait. Donc on s'est trouvé avec un environnement de dev sur lequel on avait, pour la partie Big Data, c'était du mononeux, donc c'était vraiment pas du tout isoprod. On n'avait pas des vraies données, ce qui est quand même important pour un projet Big Data. Donc on a travaillé les premiers sprints avec des données fake qu'on a générées nous à la main pour tester en fait les règles qu'on nous a demandé d'implémenter. Et c'était un environnement, comme tous les environnements de développement, qui était assez instable en fait, parce que l'idée c'est qu'on déployait dessus
assez rapidement pour pouvoir en fait voir les résultats de nos développements. Donc très rapidement, on a eu le besoin d'avoir un deuxième environnement excuse-moi, sur lequel on pourrait avoir un peu plus de stabilité. Cet environnement-là, c'est l'environnement d'intégration. C'est un environnement que, comme tous les autres, je le rappelle, n'existait pas au début et qu'on a dû construire ou co-construire aussi avec les équipes de la BNP, parce que ça a été, non seulement le produit il a été co-construit avec la BNP, mais les infrastructures aussi ont été co-construites en fait avec la BNP. Donc cet environnement d'intégration, c'est un environnement sur lequel on a déjà des multinœuds à la place des mononœuds, des données qui ne sont pas fake, mais qui sont anonymisées. Et surtout, c'est l'environnement sur lequel notre PO peut voir les développements en cours pour les sprints en cours, sans qu'ils soient cassés assez souvent. Ensuite, on génère une version, on la fixe et on s'est dit maintenant il faut faire la recette. Pour faire la recette, on a besoin d'encore un autre environnement qui est l'environnement des qualifications. Cet environnement des qualifications, la différence des autres environnements que je vous ai présentés, c'est un environnement sur lequel on n'a pas la main. Donc il y a des procédures pour pouvoir livrer dessus. C'est un environnement qui est isoprod, c'est un environnement dont on a une alimentation des données en continu, ce qui est très bien, des données anonymisées toujours, et sur lesquelles on fait la recette de l'application qui va finalement être déployée en production. Production, vous imaginez bien, données réelles, alimentées en continu aussi, et environnement comme celui de la qualif techniquement. Donc ensuite, ça c'est un point qui a été aussi important pour nous, pour les techs. Ça a été compliqué parce que quand on était arrivé sur le projet, la première fois, on avait besoin, nous quand on arrive sur un projet, ce qu'on a l'habitude de faire, c'est qu'on bootstrap en fait dans le sprint 0, on bootstrap l'application et on bootstrap aussi l'infrastructure et si besoin, on bootstrap aussi une usine logicielle qui nous permet en fait de faire de l'intégration continue et plus tard faire aussi des déploiements continus si besoin. Et, voilà. Le problème, c'est qu'on était arrivé, on n'avait pas la main sur les environnements. Il y avait une plateforme d'intégration continue qui était déjà en place et qui était utilisée par d'autres projets et d'autres équipes à la BNP. Cette plateforme d'intégration continue existante, malheureusement, elle ne répondait pas à toutes nos attentes. Les versions des composants qui étaient installées, peut-être ce n'étaient pas les versions qu'on aurait voulu, peut-être ils n'étaient pas très à jour. Le problème, c'est que quand c'est une plateforme qui est mutualisée, on ne peut pas juste arriver et dire je vais mettre à jour un truc, voilà, et maintenant tous les autres projets qui travaillent sur cette plateforme sont impactés. Donc, on a dû faire avec et on s'est adapté. C'est ça aussi une des clés des réussites de ce projet. Techniquement, on s'est adapté, on a fait avec, on a pris cette plateforme, on l'a utilisée le mieux qu'on a pu pour nos objectifs, mais toujours sans renoncer à faire notre propre plateforme d'intégration continue à côté. C'est-à-dire, on a demandé à la BNP de nous fournir des serveurs sur lesquels on a pu construire notre plateforme d'intégration continue, qui aujourd'hui est presque finie et sur laquelle on va bientôt basculer. Les premières livraisons. Donc c'est très bien, on a construit les différents environnements, on a une application. Maintenant, il faut arriver en qualif, en premier lieu, et déployer cette application. Comme je vous le disais tout à l'heure, en qualification, la procédure pour déployer l'application, elle est assez stricte en fait. Donc nous, il y a une différence de culture entre la BNP et Xebia. Nous, on arrive allègrement avec nos livrables. Pas beaucoup de documentation, pour ne pas dire zéro documentation. Et en face, on trouve des gens qui attendent une procédure de 50 pages avec toutes les pas à pas, j'exagère un peu, avec tous les détails pas à pas de comment est-ce qu'il faut faire pour livrer notre application. Donc ça a été compliqué.
Ce qu'on a dû faire, c'est qu'on a dû voilà, mettre les mains dans la pâte, sortir de notre zone de confort, aller vers eux, en fait, dialoguer, discuter, trouver des moyens voilà, de s'entendre et minimiser en fait, les procédures. On s'est même déplacé physiquement au même endroit que les équipes de la BNP pour faciliter ces premières livraisons. Ce qui est toujours un premier pas vers les DevOps. Les clés de succès, ici, ça a été de trouver des win-win, c'est-à-dire des petites actions qui couvrent une grande partie de notre besoin, mais qui couvrent aussi une grande partie de leurs besoins à eux. Par exemple, on a automatisé la livraison de l'application et on a laissé en dehors la configuration des environnements. Ce qui a déjà couvert presque 70% en fait de tous nos use cases. De l'autre côté, ils étaient OK. Ça nous permet aujourd'hui de déployer presque toujours avec cette procédure qu'on a mis en place. On est en train de créer des packages qui sont autoportants. On s'est déplacé physiquement au même endroit que les équipes pour éviter les téléphones, les mails. Il faut vraiment faciliter le dialogue. Et on a même autogénéré de la documentation. Tout ça dans le but de limiter les interventions humaines parce que les interventions humaines causent la plupart des fois des erreurs en fait. Les erreurs, la plupart des fois, il y a toujours un composant humain dans l'équation. Qu'est-ce qui reste à faire? Parce qu'on arrive ici, retour d'expérience, les projets, l'application elle est en production. On pourrait croire en fait que tout est bon, tout est fait, voilà, tout est nickel. C'est faux, c'est jamais comme ça. Il y a encore des choses à faire. Le grand objectif en fait du reste à faire, c'est d'aller vers du DevOps. Du DevOps, qu'est-ce que c'est le DevOps? Le DevOps, c'est avant tout, c'est une organisation. Ce n'est pas les outils, c'est une façon de collaborer avec les équipes du RAN. Donc il y a toute une réflexion au niveau groupe BNP qui est en train de se mettre en place pour mettre en place cette organisation. DevOps, automatisation. L'automatisation des tests de non-régression, c'est quelque chose qu'on voudrait mettre en place parce que pour les métiers, c'est très important. Au sens où on peut garantir en continu en fait, que les fonctionnalités existantes continuent à bien marcher. Et nous, en tant que techos, on peut se permettre de tout casser, en quelque sorte, de faire des refactos. Nous, on adore les refactos. Et permettre voilà, aux gens qui sont derrière de ne pas devoir passer et refaire la recette de toute l'application à chaque fois. Au début du projet, enfin au début de la conf, on vous a dit qu'on allait vous expliquer comment on a réussi à faire un projet qui marche à la BNP. Et en fait, comment on peut factuellement dire oui, ça marchait, en allant chercher les informations des utilisateurs. Depuis le début, on les intègre, et là, c'est le moment d'utiliser les données qu'on a récupérées depuis l'application. Donc, ce qu'on remarque, c'est que finalement, au niveau fiabilité, ergonomie, ou même l'utilité, les notes sont quand même assez bonnes. Alors, c'est des données qui sont anonymes, donc les gens sont libres de donner la note qu'ils veulent. Et pour autant, on voit utilité 3,8 sur 4, ce qui nous permet de se dire, OK, je pense que intégrer des key users, un panel d'utilisateurs dès le début, apporte quelque chose d'intéressant. L'autre chose, on a fait la mise en prod et la distribution du produit en mai. Entre mai et octobre, vous savez, il y a l'été. Et pour autant, 70% des gens utilisent le produit. Et encore, derrière octobre, ça a encore plus augmenté. Une petite phrase, des commentaires, un parmi d'autres qu'on vous a mis là. C'est une application qui vraiment leur fait gagner du temps aujourd'hui et c'est, je pense, la meilleure satisfaction qu'on peut avoir quand on développe un projet. Pour finir, qu'est-ce qu'on a appris? On s'est dit, OK, refaisons un peu notre histoire. Le plus gros apprentissage, ou en tout cas la satisfaction, c'est de se dire, OK, la co-construction permet d'avoir un produit qui
donne de la vraie valeur aux utilisateurs. On les a intégrés dès le début. On parle de projet Big Data, on pourrait parler de notre projet. Le Big Data est un moyen aujourd'hui pour répondre à leurs besoins. Répondre à leurs besoins, on s'assure qu'on le fait bien en les intégrant, en les faisant venir à chaque démo, en récupérant du feedback très régulier, en tissant un lien avec les métiers, avec l'organisation de la BNP et aussi avec les vrais utilisateurs. Il ne faut pas bloquer devant des environnements qui ne sont pas toujours disponibles ou qui ne sont pas dans des conditions parfaites. On est des techos, mais il ne faut pas oublier que le but ultime de ce qu'on fait, c'est de mettre une application en production pour qu'elle soit utilisée par les utilisateurs finaux. Si les environnements ne sont pas disponibles, il ne faut vraiment pas hésiter à sortir de sa zone de confort et aller vers les équipes en fait, du client pour les aider et se mettre dans une stratégie de co-construction de ces environnements. Il faut être agile aussi au niveau des environnements. De la même façon qu'on peut créer une application de façon incrémentale, on peut aussi créer des environnements de façon incrémentale. Et puis, c'est deux mondes qui se rencontrent, un grand groupe comme la BNP et une plus petite structure comme Zebia, et autour d'un objectif commun, parce qu'on avait vraiment un objectif commun, et ça, c'est quelque chose qu'on a bien ressenti tout le long du projet, même dans les difficultés, c'est qu'on voulait tous sortir ce produit tel que, voilà, on l'a travaillé avec les utilisateurs. Ça a été chacun de sortir aussi de sa zone de confort, de se dire ah, moi je suis BNP, j'attends ça et vous devez rentrer dans ce cadre-là. Ah ben moi je suis Xavier, on fonctionne comme ça, donc vous allez devoir vous adapter. C'est que chacun a fait des efforts en fait pour trouver le juste milieu, pour réussir à faire ce qui était utile et à réussir à délivrer ce projet. Et en dernier, une des clés de réussite du projet, ça a été les afterwork en fait, qui ont aidé à créer cet esprit d'équipe voilà, partagé. Merci pour votre attention. Est-ce que vous avez des questions? On prend les micros, peut-être pour la caméra, je sais pas. Ouais, vas-y, donne-moi. Une là-bas en rouge, monsieur. Juste sur la réussite à la fin, sur combien de gens vous avez ces notes? Combien d'utilisateurs En octobre, alors les notes, on les a mises à partir de fin juillet. Donc on était on fait une version par mois, donc on était sur 3 versions. Fin octobre, on était à peu plus de 200 notes, sachant qu'on a un pool d'utilisateurs qui doit être aux alentours de 800 utilisateurs. Donc on avait 200 retours, un peu plus de 200 retours. Alors, je n'ai pas le nombre d'utilisateurs parce que comme on a plusieurs versions, peut-être ils ont voté plusieurs fois, mais en tout cas on a des retours réguliers. Et on n'a pas les dernières notes, mais on a aussi beaucoup, sur le dernier mois, on a eu aussi beaucoup de retours de verbatim, de gens vraiment... c'est des choses qui nous arrivent rarement, mais en direct, qui nous ont écrit pour nous dire franchement c'est top, on gagne vraiment beaucoup. Donc, Oui, bonjour. 2 questions sur premièrement la durée et la mise en place des plateformes dans la plateforme Big Data, puis ce que vous avez mis au-dessus. Je pense qu'il y a eu plusieurs durées, à la fois l'infra, à la fois mettre les applications. Donc, comment vous avez fait ça et en quelle durée à peu près? Et ensuite, juste sur l'aspect, vous avez dit que vous avez un environnement dev mononeux. Est-ce que le passage à la distribution n'a pas été trop compliqué? Est-ce qu'il n'y a pas eu des soucis là-dessus? Donc sur la première partie, donc sur les infras, nous on a commencé le projet en septembre 2016 et on l'a livré en production en avril pour une ouverture début mai, en avril 2017. On a eu les environnements de qualification en janvier et les environnements de production février et mars. Donc on a vécu une grande partie avec des environnements de développement et d'intégration sur lesquels on s'est adapté pour découper les différentes activités de développement, de tests PO et de recettes, quitte à mutualiser certains environnements. Et voilà, on a mis des petites choses en place pour avoir ces environnements-là tant qu'on n'avait pas un vrai environnement de qualification. Après, l'infrastructure Big Data a été, la mise en place de cette infrastructure a été assez compliquée. Ensuite, on parle du projet CView, mais on est quand même, il y avait une équipe aussi transverse qui mettait en place cette infra Big Data, donc sur lequel on a contribué, mais on n'a pas porté non plus tout le projet du Big Data.
Et je laisse répondre sur la partie... Comment on a géré les jobs distribués? La question est comment est-ce qu'on a géré les jobs distribués? Ah, ok. En fait, pour être honnête, on n'a pas, si vous voulez, au début, sur un mononome pour des données fake, ça suffisait. On a commencé à avoir des problèmes dès le moment où on a tiré vraiment un volume de données qui était considérable. Donc à ce moment-là, ce qu'on a fait, c'est que sur la plateforme de dev, on continue toujours à utiliser des données fake en fait, et sur les autres plateformes, on utilise des données anonymisées. Donc on sépare. Il y a ce qui pose des problèmes parce que les tests qu'on fait sur la plateforme des devs ne sont pas forcément les résultats qu'on va avoir sur une plateforme ne sont pas forcément les résultats qu'on va avoir sur l'autre plateforme. Donc il faut vraiment essayer de prévoir la volumétrie en fait des données qu'il y aura sur la plateforme cible et pour tailler justement cette plateforme et s'assurer que nos jobs vont passer les jours venus. Mais là c'est Jérôme qui a fait un travail assez important justement pour avoir une estimation de la volumétrie en fait qu'on allait devoir traiter. Donc on l'avait en amont et à partir de là on pouvait tailler en fait l'infrastructure. Ouais, bonjour, ça revient un peu sur le même sujet. Parce qu'en fait, quand on voit vos plateformes, il y a pas de, vous ne parlez pas de plateforme de pré-production. Donc comment vous faisiez? C'est ce qu'on appelle la qualification. Pour vous, c'était la qualification, ouais. D'accord. Et la deuxième partie, c'est la partie TNR, c'est-à-dire que vous ne faisiez pas de TNR, vous faisiez un peu de TNR manuel, parce qu'en fait, vous nous expliquez que le but du jeu, c'est de faire par la suite, c'est de faire de la TNR. Quand vous livriez, c'est quoi la TNR? Les tests de non-régression. Ah, ok. Pardon. Alors, c'est tout. Comme vous parliez de TNR et que c'était le but du jeu de faire de la TNR par la suite, tous vos tests de non-régression, comment ça se passait un peu? En fait, l'idée, c'est... on a fait un POC. Ce n'est pas quelque chose qui est en place aujourd'hui, mais on a une idée déjà de comment est-ce qu'on voudrait les faire. Les tests de non-régression, l'idée, c'est de spinner en fait une plateforme sur un ensemble de machines, spinner cette plateforme et injecter des données qui vont être créées non pas par nous ni tirées des vraies données, mais créées par le product owner au moment qu'il va rédiger la user story. Donc, ce qui va forcer une collaboration plus étroite entre les PO et les développeurs et va faire que le PO aussi s'implique encore plus dans les détails en fait de la règle en fait technique qu'il va rédiger. Mais l'idée c'est vraiment ça, dans la user story on va trouver la user story et les test cases associés à cette user story pour être sûr nous en tant que développeurs qu'on a fini le développement. On aura fini le développement au moment où les tests qu'on nous a donnés ils passent. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Je pense que du coup la question sur comment on fait actuellement, c'est de la non-régression manuelle. Donc effectivement, quand il y avait beaucoup de refacto lors des délits, on essaie de mettre le point d'attention. C'est pas quelque chose qui était naturel au début, donc on a aussi un peu appris là-dessus. Mais voilà, c'était de mettre le point d'attention sur ce qui était du refacto technique pour que côté recette, on redéroule nos cas de tests pour s'assurer qu'il n'y avait pas de régression sur ces choses-là. Après, il y avait aussi des tests plus d'intégration qui permettaient déjà de faire une bonne couverture. On avait aussi des PE, voilà. Mais pour l'instant, c'est du manuel. On veut tendre à ça, mais on n'a pas encore tous les éléments techniques en fait, pour réussir à mettre ces tests de non-régression automatisés en place. Bonjour, merci pour la présentation. Est-ce que vous pouvez donner un peu de détails techniques? Combien d'éléments tout en bas? Comment vous avez fait pour agréger correctement pour que les performances en haut soient plutôt bonnes? Quand je dis en bas, c'est vraiment votre input et en haut, c'est l'appli CView. Ok. Je vais être tout à fait honnête avec vous. Cette application, ce n'est pas une application qui cherche la performance. Pourquoi? Parce que la base d'utilisateurs maximale qu'on aura, toutes les chargés d'affaires de la banque, le nombre de chargés d'affaires de la banque, c'est des, tu me corriges si je me trompe, c'est des 6000, c'est ça? Ou quelque chose comme ça? Pardon, excuse-moi, c'était une base de 1000 utilisateurs. Donc il n'y aura jamais les 1000 connectés en même temps. Il y aura un pourcentage en fait, de ces 1000 qui seront connectés en même temps. Donc vraiment, on ne pense pas qu'aujourd'hui on soit dans des problématiques de performance.
L'idée, c'est juste vraiment d'implémenter ces règles métiers en fait qu'on nous demande en partant en fait de la donnée qu'on trouve dans la source et l'injecter dans Cassandra. Après, il y a une stratégie dans Cassandra qui est des voilà, il y a une stratégie dans Cassandra, mais c'est lié à la modélisation des données dans Cassandra, qui est de créer une table à peu près par requête en fait qu'on va faire. En fait, l'idée c'est de dénormaliser la donnée au moment de l'écriture, pour qu'au moment de la lecture, on n'ait qu'une seule requête à faire pour récupérer toute la donnée qui nous intéresse en fait. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Je n'ai pas en tête la volumétrie des données. Je pense que Jérôme est là. Ok. Vous avez indiqué que pour la partie DevOps, c'était plutôt... C'est moi qui suis en train de poser la question. La partie DevOps, c'est plutôt des gens qui... C'est plutôt de la culture que des produits, et il faut des plateformes. Et ça a été évoqué comme quelque chose qui n'existe pas du tout dans les entités de BNP, le DevOps. Ou est-ce qu'il y aurait quelque part des entités dont vous pourriez vous inspirer au sein de BNP et qui ont déjà du DevOps? Alors déjà, premièrement, c'est plutôt une question de produit. Hein. Contrairement à ce que vous avez l'air de dire, il faut des plateformes qui automatisent tout ça. Et est-ce que vous pouvez vous inspirer d'autres initiatives internes? Là-dessus, on n'est vraiment pas trop d'accord. Enfin, bien sûr, le produit va être important, mais aujourd'hui, c'est surtout l'organisation. Effectivement, on a parlé d'organisation agile, on a parlé du métier, on a parlé des utilisateurs, on a parlé de l'IT, on n'a pas trop parlé de la production, parce qu'on a une production sur laquelle on a encore une organisation qui est différente et qu'il faut qu'on arrive aussi à transformer. Donc, avant de parler de produits sur le DevOps, je pense qu'au sein de BNP Paribas, voilà, on doit travailler organisation, parce que des produits, on a des produits industriels qui permettent des livraisons automatisées, ce genre de choses, mais on n'a pas d'organisation de DevOps à proprement parler. Il y a des choses qui se lancent, sur lesquelles effectivement on va s'appuyer, mais c'est les études qui sont en cours. Mais c'est un vrai chantier, c'est un vrai changement culturel aussi. Merci beaucoup.